Étienne Lantier, jeune machiniste au chômage pour avoir giflé son chef, erre sur les routes du nord de la France à la recherche d'un emploi. C'est à la mine du Voreux qu'il rencontre Vincent Maheu, un vieux mineur malade. Leur conversation dresse le paysage socio-économique d'une région touchée par la misère. À 4 heures du matin, les corons commencent à s'animer. Les mineurs se préparent à aller travailler. Étienne réussit à se faire embaucher comme herscheur aux mines de Montsou, où il rencontre la famille Maheu. Il tombe amoureux de Catherine, la fille Maheu. Chaval, un mineur brutal, est son rival car lui aussi veut Catherine. On découvre les conditions de travail déplorables des mineurs. Puisque les ouvriers sont payés au nombre de wagons, la sécurité au fond des mines est négligée au profit de la rentabilité. Cette négligence leur vaut un blâme. Leur contremaître menace de baisser les salaires. Le soir, les mineurs se retrouvent au cabaret L'Avantage. Au début de la deuxième partie, nous sommes le même jour chez les Grégoire. La famille Grégoire habite une riche propriété et vit des revenus de la mine. Affamée et indigent, la famille Maheu implore l'aide des Grégoire. Cécile, la fille des riches propriétaires, consent à leur donner les restes du repas et quelques vêtements usagés. Pendant ce temps au coron, la vie se poursuit tant bien que mal avec ses amitiés, ses querelles et surtout la pauvreté. La troisième partie commence à l'Avantage, une auberge où Étienne loue une chambre à crédit. Il y rencontre Souvarine, un anarchiste russe exilé en France. Il décide alors de contacter son ancien contremaître, Pluchart, secrétaire d'un syndicat ouvrier, l'Internationale. Ce dernier le convainc de créer à Montsou une section de l'Internationale. Mais craignant le chômage, les mineurs résignés acceptent les baisses de salaire. En août, Étienne s'installe chez les Maheu. Peu à peu, il introduit ses idées révolutionnaires dans le milieu des mineurs et réussit à créer une caisse de prévoyance en cas de grève. En octobre, la crise industrielle se durcit. La compagnie des mines profite de la conjoncture économique pour baisser encore une fois les salaires. Mais c'en est trop. Les mineurs, révoltés, décident de la grève puisque de toute façon, ils meurent de faim. La quatrième partie débute au 15 décembre. Pas un homme n'est descendu dans les mines. Une délégation de mineurs est annoncée chez les Hennebeau-Grégoire. Leur revendication est bien sûr la hausse des salaires. Les grévistes affamés, menacés de licenciement, résistent néanmoins avec le soutien d'Étienne, le plus engagé et vindicatif d'entre eux. Dans la cinquième partie, face à l'indifférence de la Compagnie des mines qui refuse les négociations, le mouvement de grève se durcit. Les mineurs sabotent les mines, défient les non-grévistes et les bourgeois. La révolte gronde. Une foule d'affamés se rassemble, une foule hystérique que seuls les gendarmes peuvent arrêter. Dans la sixième partie, la grève persiste, mais les mines sont désormais gardées par des soldats en armes. Un avis de recherche est lancé contre l'agitateur, Étienne, qui se cache dans une mine abandonnée. La famine décime les enfants des corons. La compagnie des mines décide de faire venir des ouvriers belges pour remplacer les grévistes. La colère enfle dans les rangs des grévistes, hurlant leur animosité aux traîtres belges qui viennent prendre leur place. Les soldats tirent dans la foule. On déplore 25 blessés et 14 morts, dont Maheu. À la septième partie, ce massacre met un terme à la grève. Étienne est rejeté par tout le monde car il est considéré comme responsable. À la tombée de la nuit, il rencontre Souvarine. Ce dernier prépare le sabotage d'une mine. Lorsqu'au matin chacun retourne travailler, le cuvelage s'effondre et la mine est noyée sous les eaux. Les semaines suivantes, on continue de rechercher des survivants. Les propriétaires viennent sur les lieux mesurer l'ampleur des dégâts. Pendant ce temps, les mineurs restés au fond de la mine hurlent de terreur, en vain. Personne ne les entend. Personne ne peut les sauver. Chaval meurt. Catherine meurt à son tour dans les bras d'Étienne après avoir fait l'amour avec lui. Ce dernier sera délivré quelques jours plus tard. Le travail aux mines reprend. Une fois guéri, Étienne décide de partir en direction de Paris. Chemin faisant,
Étienne médite sur le combat qu'il a mené et sur ceux qui lui restent à mener ailleurs, convaincu que le monde peut être changé et que le peuple sera la clé.